Europe 1, 6h44, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais de retour et en pleine forme pour nous parler des régions, Sophie Larmoyer pour Le Monde et Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Un simple coup d'œil à la presse permet de savoir quels sont les journaux qui se couchent tôt et qui n'ont donc pas regardé le grand et long débat d'hier soir. Ainsi, c'est News Matin qui titre « Angela Merkel mise à l'épreuve ». La Croix qui nous parle des réfugiés oubliés à Athènes. L'Humanité et sa une « Industrie et services publics, un couple inséparable ». Ou encore 20 minutes qui, avec sa une à l'air libre, nous parle ce matin du plaisir qu'ont les Français à lire en dehors de chez eux. 20 minutes qui décroche incontestablement la palme du journal le plus déconnecté de l'actualité en ce mardi. Les autres sont sur le débat, bien sûr. Le Figaro a vu hier soir le débat qui lance enfin la campagne présidentielle. Enfin dans le dur, se réjouit Libération qui estime que ce débat inédit, policé puis animé, a lancé le sprint final à un mois du premier tour. Aujourd'hui en France, fidèle à son habitude, note les candidats. Meilleur élève, Jean-Luc Mélenchon, qualifié de puncher, il décroche un 7 sur 10. Suivent Benoît Hamon, 6,5. Emmanuel Macron, scolaire, 6 sur 10. Puis François Fillon, sobre. Et Marine Le Pen en sous-régime. Fillon et Le Pen qui décrochent chacun un 5,5. Sur son dessin, Rançon a installé un couple devant sa télé. En fait, il aurait fallu un débat avec tous les candidats, dit le monsieur. Et il aurait fallu qu'il y en ait moins pour qu'on s'y retrouve, complète son épouse. Bon, si je piquais le boulot de Marion Calais, je vous citerai aussi la Provence, ça ne rigole plus, la montagne, la grande explication, président, c'est la une de Vaucluse Matin, des partitions bien déroulées en une de l'Alsace. Bon, je m'arrête là, sinon je vais être aussi long que hier soir. Bref, Marion Calais, quoi d'autre à la une de la presse quotidienne régionale ce matin? Une nouvelle illustration du malaise hospitalier dans le populaire du centre à Limoges. 4 agents et militants syndicaux ont entamé une grève de la faim. Ils demandent plus de moyens humains et des titularisations massives parmi les quelques 900 contractuels du CHU. Dans le sud-ouest, les prochains mois risquent d'être encore durs. Les canards ne seront pas de retour dans les élevages avant fin mai, assure l'Éclair. Et puis dans Vaucluse Matin, un mystère, celui du panneau du Mont Ventoux, celui devant lequel se photographient tous les cyclistes amateurs une fois arrivés au sommet. Ce panneau, ils il se a font déposer en voiture, ils se font prendre en photo. Non, c'est pas vrai. Vous le faites. Ce panneau, il a disparu. Un vol, dit le conseil départemental, qui en profite pour avancer son remplacement. De toute façon, il fallait changer l'altitude inscrite sur le panneau. 1911 mètres était-il écrit. C'est en réalité 1897 mètres selon les derniers calculs. Bon, l'histoire du jour nous emmène dans le métro, Marion. Métro Stalingrad, ligne 5 précisément, À dans Paris, le donc. nord-est de Paris. Dans cette station, sur le quai, tout au long du mur, il y a un rebord en faïence sur lequel étaient déjà installés des sièges qu'on voit partout dans le métro et quelques poubelles, normales jusque-là. Mais depuis peu, là où l'espace était vide, sur ce même rebord, viennent de prendre place de curieuses banquettes métalliques, comme les décrit le Parisien ce matin. En gros, des bancs, mais qui présentent une face inclinée. La RATP dit vouloir élargir les possibilités d'assises pour les voyageurs, sauf que comme l'écrit le Parisien, les banquettes sont trop glissantes pour pouvoir s'y maintenir assis sans risquer la crampe. En fait, les usagers et les associations y voient tous un dispositif anti-SDF. Bah voilà. La RATP, elle plaide non coupable, reconnaissant quand même simplement devoir gérer la présence continue de SDF à Stalingrad. Stalingrad d'ailleurs qui est la seule station où cette expérimentation est menée. La RATP, ça fait des années qu'ils mettent des fauteuils et plus des bancs avec des accoudoirs métalliques, justement pour pas que les sans-abri puissent s'y reposer. En regardant la presse internationale, on s'aperçoit, Sophie Larmoyer, qu'il y a un grand nombre de journaux ou de sites d'infos de pays très différents d'ailleurs qui veulent nous présenter une certaine Julia. Alors je pose la question qui fâche, qui est cette petite Julia? Alors elle a 4 ans, nous apprend le New York Times, elle a des cheveux roux, de grands yeux verts. Julia est une marionnette, un nouveau personnage de Sesame Street, vous savez ce programme américain pour les enfants qui existe depuis 1969 et qui a été diffusé dans 120 pays. Alors Julia adore chanter, elle retient les paroles bien plus vite que ses copains, mais il y a une chose qu'elle supporte très mal, ce sont les bruits forts comme les sirènes, ça la met dans tous ses états car cette petite fille est porteuse d'autisme, voilà sa particularité. D'accord, donc l'objectif avec Julia, c'est d'inciter les enfants à aller au-delà des préjugés. Exactement, et ça n'a rien d'anecdotique parce qu'aux États-Unis, un enfant sur 68 est diagnostiqué avec autisme. Et donc, la petite Julia permet de montrer que ces personnes avec autisme ont des difficultés spécifiques, mais aussi beaucoup de qualités. Le site de la chaîne américaine Fox News évoque par exemple un épisode dans lequel les enfants doivent représenter des objets avec de simples formes, carrés, cercles, triangles. Et l'un des personnages dit à l'autre, t'as de la chance, tu as Julia dans ton équipe, elle est trop forte à ce jeu. Ça veut dire que la société de production qui développe Sesame Street donc depuis presque
50 ans, hein, s'inscrit dans une démarche clairement pédagogique là. Oui, ils ont travaillé pendant des années avec des experts, avec des familles aussi touchées par l'autisme pour créer le personnage de Julia. Et à propos de cette démarche volontairement tournée vers la diversité, le quotidien britannique Le Guardian rappelle que les velléités de Sesame Street n'ont pas toutes été réussies. Il y a eu Harry Stolt, personnage aveugle en 82, là ça allait. En revanche, au début des années 70, Roosevelt Franklin, petit garçon noir, était tellement caricatural qu'il a disparu en 75. Quant à Ernest et Bart, les fameux, ils sont devenus un peu malgré eux le symbole des luttes pour les droits des homosexuels. Mais la production continue d'affirmer que ces deux-là sont seulement meilleurs amis. Le plus gros tabou de Sesame Street, écrit Le Guardian. Meilleurs amis, nous n'en saurons pas plus. Merci beaucoup Sophie Larmoyer. À la télé ce soir, c'est du sérieux et c'est du lourd avec Cache Investigation sur France 2 à 20h55. Oui, c'est une enquête choc qui a été menée pendant des mois, à la fois par l'équipe de France 2 et par une équipe de Mediapart sur des affaires de pédophilie au sein de l'Église catholique. Alors le premier constat, des religieux qui ont été condamnés pour pédophilie sont toujours en activité et même parfois au contact d'enfants, couverts par la hiérarchie d'ailleurs, qui n'hésite pas en fait à muter les ecclésiastiques d'un pays à l'autre, leur évitant ainsi des poursuites judiciaires. Et vous allez l'entendre, c'est le cas du père Albert. Il a été accusé d'actes pédophiles en Guinée, il a été ramené en France et les journalistes parviennent à le retrouver en Auvergne et ce qu'il dit est très clair. Quand ça s'est su, on me demandait de rentrer. Finalement, heureusement que la communauté vous a rapatrié. Oui. D'accord. Et on vous a aidé au sein de la communauté ? Bien sûr, d'abord en venant ici, c'était une maison où il n'y avait que des frères et puis que des adultes. Ici, j'avais plus les mêmes activités, j'avais plus les mêmes tentations ou occasions. Voilà, l'enquête, elle est effarante. Les journalistes ont comptabilisé, sans avoir accès à tous les documents d'ailleurs, 95 mutations de prêtres depuis 1990 partout dans le monde. Il y a beaucoup de religieux français, par exemple, qui ont été déplacés en Afrique et en Amérique du Sud. Alors ça choque énormément le père Joulin, qui est un des rares à avoir accepté une interview. Il y a quand même cette idée que quelqu'un qui a été un prédateur pour des enfants, finalement, s'il va en Afrique ou s'il va en Amérique latine, c'est pas bien grave, quoi. Voilà. Pour les enfants là-bas, quoi. On est tellement embourgeoisé qu'on se dit, puisque c'est les petits Africains et c'est les petits Latino-Américains, c'est pas bien grave, hein, du moment que ce soit pas chez nous, quoi. Il le dénonce, vous avez bien entendu, le père Joulin. Alors l'enquête se termine au Vatican. Élise Lucet parvient à interpeller le pape François parce que quand il était évêque en Argentine, il aurait essayé de faire disculper un autre prêtre qui a été entre-temps condamné pour pédophilie. Le pape entend la journaliste, mais alors d'un revers de la main, en fait, ne répond pas à ces questions, bien évidemment. C'est un petit peu les limites du jeu, là, quand ils allaient interpeller les gens comme ça à froid partout. Mais elle y arrive, ça elle fait de la bonne parvient. télé, mais voilà. Exactement. En tout cas, Cache Investigation passionnant ce soir sur France 2. C'est à 20h55. On va parler du grand direct des médias. Julie. Oui, c'est une émission spéciale ce matin, en direct. De Thomas Joubert. Est-ce que c'est Jean-Pierre Foucault, réponse A? Réponse A. Est-ce que c'est Jean-Pierre Foucault, réponse B? Est-ce que c'est Jean-Pierre Foucault, réponse C? Ou est-ce que c'est Alf l'extraterrestre? Jean-Pierre Foucault pour ses 50 ans de carrière. On le reçoit de 9h à 10h avec de nombreux invités surprises et ce sera une émission en public, s'il vous plaît. Oui, parce que moi, je n'étais pas disponible. Merci, rideau sur le kiosque.